Bonjour à tous, chers amis, bonjour à tous, chers auditeurs, bonjour à tous, chers contributeurs, puisque l'émission sort en exclusivité pour les contributeurs. Je ne sais pas si elle sortira en public un jour. Aujourd'hui, c'est le cloaque comportemental 2. On avait sorti une première vidéo sur le cloaque comportemental, une vidéo qui avait fait beaucoup parler. Elle n'avait pas forcément fait plus de vues que les autres, mais on en a eu des retours exceptionnels, et pour cause, parce que le sujet est exceptionnel. Donc si vous n'avez pas vu la première émission, je vous invite à le faire, parce que quand même, on revient beaucoup sur l'expérience en elle-même, le processus expérimental. Mais pour résumer, c'est une expérience qui a été menée par un éthologue qui s'appelle John Calhoun et qui a enfermé des souris dans un espace clos, un espace dans lequel tous les besoins des souris étaient pourvus, c'est-à-dire que les souris avaient à manger, les souris pouvaient dormir tranquillement. C'était une sorte de paradis des souris. Et en quelques mois, euh, une démographie galopante a rendu cet espace totalement invivable. Et c'est une expérience qui a eu un retentissement extraordinaire chez les sociologues, chez les psychologues, chez les anthropologues, et sur laquelle on revient aujourd'hui, peut-être avec une lecture un peu plus spirituelle, un peu plus métaphysique. Alors pour m'accompagner, mon acolyte de toujours, Pierre-Yves Lenoble. Pierre-Yves, comment vas-tu? Très bien, très bien. Salut aux auditeurs. Salut Ralph, salut Max. Et on retrouve Max, qui avait déjà fait une émission avec nous sur le nihilisme, qui n'est disponible pour le moment que pour les contributeurs. Et en fait, pour la petite histoire, c'est Max, le premier, qui est un auditeur de nos vidéos et qui commentait très souvent, qui nous avait soumis cette idée. On avait mis un petit temps à l'étudier. Une fois qu'on l'a étudié, on s'est dit c'est génial, il faut absolument qu'on fasse une émission là-dessus. Et nous avions manqué à tous nos devoirs car nous n'avions pas convié Max. Et donc aujourd'hui, la gageure est réparée puisque Max est là. Max, comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Ça va, ça va. Nickel. Donc, Alors, vas-y, je t'en prie, Max. parfait. Donc, on va mettre ça carte sur table pour ce qui est du cloaque comportemental. Donc, en gros, pour faire une histoire courte, moi, je l'avais découvert un peu au fil de mes lectures. Puis, en gros, j'avais tombé sur un article totalement par hasard sur justement que c'était une expérience sociale. Parce que moi, j'ai toujours remarqué, moi, je viens de la campagne un peu, fait que la campagne, il y a toujours une différence de la ville, notamment au niveau des comportements, le stress, la malhonnêteté, la mesquinerie. Je trouvais toujours que c'était quelque chose associé à la ville, puis paradoxalement, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est ma grand-mère qui, elle aussi, elle m'avait dit qu'elle aimait pas la ville, puis qu'il y avait des gens, la ville rendait fou, mais finalement, c'était vraiment une expérience qui avait été menée. Donc, effectivement, c'est un méchant gros sujet qu'on peut attaquer, puis on peut en parler des heures et des heures. Ben, tout Puis, à fait. Parce qu'en fait, quand on lit cette expérience, on sait qu'il y a beaucoup de points communs entre les souris et les hommes, il y a beaucoup de différences aussi. Mais les souris se retrouvent à avoir des comportements qui sont très comparables à ceux des hommes. Des troubles psychiatriques. Je ne sais pas si on peut parler de troubles psychiatriques pour les souris, probablement. Ils se mettent à avoir des comportements complètement fous, une sexualité complètement débridée, complètement désordonnée, des réflexes de prédation absolument anormaux, d'autant que la nourriture est à profusion dans le cloaque comportemental. Les souris ont le droit à autant de nourriture qu'elles le veulent, et pourtant on observe des souris qui vont vouloir s'accaparer toute la nourriture. On a des souris qui se retranchent complètement de la société, qui se cachent, qui ne vont manger que la nuit quand toutes les autres souris dorment. On a des comportements cannibales. Euh, enfin, en fait, on a une. En fait, le cloaque comportemental, c'est une ville surpeuplée de souris, une ville à feu et à sang. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais commencer peut-être par un truc qu'on avait un peu esquissé dans la première vidéo,
mais autant c'est super intéressant au niveau des conclusions, autant moi j'ai toujours trouvé ça complètement débile, en fait, finalement, les expériences avec des rats. C'est-à-dire, comment croire que de sortir une espèce vivante de son milieu naturel pour le mettre dans un paradis artificiel pourrait bien se terminer. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est une nouvelle fois, moi, une critique des scientifiques. Il n'y a que des scientistes et des scientifiques purs et durs qui peuvent imaginer ce genre de scénario, de foutre des rats qui n'ont rien demandé, qui serait mieux soit dans leur caniveau, soit dans leur champ, de les foutre dans un espèce de paradis artificiel. Elle est totalement humaine, en fait, cette expérience. Il n'y a que les hommes qui se posent des questions comme ça. Et j'allais dire que dans le cloaque comportemental qui est devenu notre monde, une des facettes qui n'existe pas chez les rats de la dégénérescence des individus à l'intérieur du cloaque, c'est le scientisme et c'est de croire des choses. Et moi, je mettrais le fait de faire des expériences, comme par exemple le cloaque comportemental, en parallèle avec ce qu'on pourrait appeler le gauchisme, en fait, qui est, pour moi, d'ailleurs c'est un lieu commun, enfin dans les milieux de droite, on va dire, une maladie mentale. Et pour moi, c'est une maladie mentale de prendre des rats et de leur créer un espèce de paradis artificiel. Et j'allais dire, c'est l'utopie cosmopolite testée par les hommes, alors que si on a un peu de jugeote et de bon sens, j'allais dire paysan, on sait que ça va mal tourner quoi qu'il arrive, quoi. Exactement. Oui, et effectivement, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Effectivement, le cloaque comportemental, qui est l'expérience de l'éthologue Calhoun, ça donne un crédit scientifique à la chose. Mais quand on est un être humain normalement constitué, avec un cerveau qui fonctionne encore, on n'a pas besoin de foutre 2500 rats dans 15 mètres carrés pour savoir que ça va aboutir à l'enfer sur Terre. Et on n'a pas besoin de savoir scientifiquement que les souris vont se dévorer pour tirer la conclusion avant même que toutes les utopies sont vouées à l'échec, en réalité. On le sait déjà. Oui, oui, on le sait déjà. Et tu sais, on avait parlé que justement l'expérience du cloaque de Calhoun avait inspiré Soleil Vert, mais on pourrait rétorquer qu'il existait déjà des dystopies du même type avant l'expérience de Calhoun, hein. Donc, je ne sais pas que ça soit le meilleur des mondes, 1984. Je parle aussi d'un livre de Jules Verne qui s'appelle Paris au XXe siècle, qui a été écrit au XIXe. Il y a aussi un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'an 3300 après la République. Excellent. Alors là, pour ceux qui... Moi, je l'avais trouvé en PDF, donc je pense que vous le trouverez en PDF. J'ai oublié le nom de l'auteur. D'ailleurs, c'est pas un auteur... C'est Maurice Spronck. S-P-R-O-N-C-K. Et je crois que c'est l'an 330 après la République. Et alors là, vous lisez ça, c'est à tomber par terre, en fait. Et la dystopie arrive en même temps que l'utopie dans la littérature, mais elle arrive surtout au moment où toutes les conditions du cloaque comportemental sont réunies, c'est-à-dire quand on atteint un niveau de production, une cybernétique, on appelle ça, une science du gouvernement, qui a atteint un tel niveau que l'individu, à titre d'individualité, n'y prend aucune place véritable. Et dès ce moment-là, des livres dystopiques, très comparables à ce qu'on peut voir dans l'expérience du cloaque comportemental, commencent à sortir en réalité. Tout à fait. Juste, excuse-moi Max, après je te laisse parler. Juste pour revenir sur ce que dit Ralph, en fait, je pense que c'est même... il n'y a pas vraiment d'utopie ou de dystopie. C'est-à-dire que si tu regardes les vieilles utopies de la Renaissance, c'est comme des espèces de programmes politiques. Donc c'est des programmes généraux, on va dire, vus de haut, une projection d'ensemble, alors que les dystopies,
en fait, c'est vu du point de vue individuel. Mais finalement, toutes les utopies sont les mêmes, en fait. Si, par exemple, un homme décrivait la vie d'un individu dans la Nouvelle Atlantide de Bacon ou dans l'Utopia de Thomas More, ça serait une dystopie, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, au-delà de ça, est-ce qu'on pourrait dire aussi que le cloaque comportemental ne servirait pas à titre de modèle marchand aussi? Moi, c'est plus ça un peu que je me rends compte. Comment est-ce qu'on peut cloîtrer des êtres humains ensemble pour les rendre productifs et pour le système? En réalité, c'est tout à fait ça, j'ai l'impression. Parce que on sait... Ouais, c'est tout à fait ça, parce que le monde moderne est régi par des principes utilitaristes et quantitatifs. Exactement. C'est le taux de croissance, l'espérance de vie, et tout ça, ce sont des indicateurs purement quantitatifs qui ne disent rien de la qualité. Quand un président est sortant, s'il y a moins de chômeurs et qu'il y a eu 2% de croissance, bah, c'était un bon président. Même si il a transformé son pays en trou à rats, justement. Ouais, ouais. On pourrait dire d'ailleurs, ça m'a fait penser là, je rebondis, c'est que l'expérience du cloaque comportemental ou nos sociétés modernes qui ressemblent beaucoup, c'est en fait l'aboutissement de la mentalité bourgeoise, de la caste marchande. Donc, comme tu l'as dit, Ralph, une vision totalement utilitaire, froide, presque mécaniciste, robotique de la vie. Qui veut tout diluer dans une espèce de soupe informe, mais comme, et là je rebondis sur ce que dit Max, au bout du bout, pour qu'une classe parasitaire puisse se maintenir au-dessus du pouvoir, comme si la classe bourgeoise dans nos sociétés modernes jouait le rôle de Kaloun, en fait, qui regarde avec son microscope des rats, sauf qu'en plus, c'est comme si les rats, à la fin, ils lui donnaient un billet en plus de ça, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Honnêtement, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est voulu pratiquement d'en haut, parce que si, par exemple, je compare avec ce qui se passe au Québec, par exemple, on avait plein de petits villages qui étaient pratiquement autosuffisants. Puis, depuis ma génération, voire même un peu celle d'avant, tous les gens ont commencé à se centraliser dans les villes pour avoir des jobs. Donc, mais c'est pas normal qu'on soit obligé d'aller dans des villes pour trouver du travail quand on peut facilement vivre un peu comme nos arrière-grands-parents vivaient, ils avaient leur propre terre. C'est sûr qu'il y a toujours un problème avec l'accroissement de population, si on peut dire, parce que plus il y a de monde, ben, veut pas, plus il faut diviser les terres entre les membres de la famille, puis ça peut devenir un problème, mais dans un monde où on fait que 1, 2, 3 enfants maximum, je veux dire, on n'envoie pas de la chair, de la viande pour envoyer dans la machine à saucisses qui devient les grandes villes, justement. Puis d'ailleurs, au Québec, moi, de ce que j'ai pu remarquer, si on regarde ce qui s'est passé au début de l'industrialisation, on a eu des centaines de milliers de gens qui partaient des petits villages, des petites campagnes pour aller s'établir dans des villes, pour aller travailler dans des shops, dans des usines à papier où que les gens travaillaient. Puis en plus, ils vivaient dans des petits loyers complètement dégueulasses, là, quasiment des perchoirs, des cabanes à moineaux quasiment. Là. Puis les gens commençaient à devenir cinglés, ils commençaient à devenir agressifs. Il y a eu beaucoup d'œuvres littéraires qui parlaient justement de la ville puis qui disaient que c'était quasiment les portes de l'enfer. Là. Puis justement, à juste titre, justement, il y avait des gens il y avait beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de violence conjugale, beaucoup de jeunes laissés à eux-mêmes, puis ainsi de suite. Donc, c'est presque voulu parce que c'est dans la mesure où j'ai l'impression que c'est un phénomène qui profite aux plus riches, en réalité. Créer de la misère humaine pour en tirer profit par après. Moi, c'est vraiment ça que j'ai l'impression que c'est. Qui a réellement intérêt à ce qu'il y ait 10 milliards d'individus sur Terre, tous soumis au même marché, au même type de gouvernement? C'est pas les individus. Les individus n'en retirent aucun intérêt. Ceux qui en retirent un intérêt sont effectivement les grands industriels, les grands bourgeois, comme on le dit aujourd'hui. Ouais, je renverrai là d'ailleurs les auditeurs à une vidéo de Michel Drac qui fait le compte rendu d'un livre qui s'appelle Africa Trek, en fait,
où ils montrent, enfin c'est un couple avec leurs enfants qui traversent l'Afrique à vélo. Et ils parlent alors, je crois, des Maasai, par exemple, qui restent encore dans les années 2000 un peuple proche de la nature et tout, mais ça reste, ils sont presque dans des réserves en fait, qui ont encore une vie. Voilà, et qui d'ailleurs ne sont pas du tout en surpopulation, s'auto-régulent et tout. Et la prolifération de populations en Afrique est liée bien sûr aux grands intérêts économiques. Il va y avoir, je sais pas, une mine de diamants, du coup ça va amener des ouvriers qui vont faire des gamins, et une ou deux générations après, il y a une ville qui se fait autour de la mine de diamants ou d'un gisement pétrolifère. Et moi, je le rappelle tout le temps, dans un monde traditionnel, c'est le sacré qui est à la base de l'érection des villes. Parce que même dans les mondes anciens, il y a toujours eu des villes, mais de taille totalement réduite. Et généralement, il y avait un sanctuaire qui amenait un lieu de pèlerinage. Et petit à petit, les gens restaient autour de ce lieu et ça faisait une ville. Alors que depuis, on va dire la Renaissance, depuis 300-400 ans, c'est des intérêts économiques qui créent les villes. Et on peut le retrouver en France avec des villes nouvelles qui se sont créées, tu sais, autour des mines de charbon ou de ce genre de choses, voire même autour d'usines qui sont implantées, et tu as les ouvriers qui habitaient autour. Généralement, d'ailleurs, ça ressemble aux cloaques. Tu sais, c'est le principe des corons. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est ces quartiers qui se ressemblent et qui sont super linéaires dans les villes du Nord, dans les anciens lieux où il y avait des mines de charbon. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ressemble en fait aux cloaques. Et c'était directement les patrons des boîtes des mines qui construisaient ces villes-là pour pouvoir loger leurs employés, en fait, quoi. Exactement. Ça, c'est ce que je peux voir aussi en Amérique. Les quartiers, les maisons qui ont été faites à la va-vite, c'est des quartiers, c'est des maisons qui sont complètement délabrées. Les bâtiments sont déjà tout croches, ça a à peine 100 ans. Puis si je regarde les bâtiments religieux qui étaient là avant ou les bâtisses qui étaient là avant, qui ne servaient pas un but économique, ben c'était justement des belles églises, des beaux temples, des bâtiments avec de la pierre qui sont encore solides, qui sont encore tout là. Donc, il y a réellement, dans l'architecture, il y a vraiment, on peut voir l'intention qu'il y a derrière de construire. Puis le produit fini, tu vas le voir dans le produit fini en réalité. C'est exactement ce qu'on peut voir dans nos villes actuelles. C'est des villes à intérêt économique. Donc, c'est toutes des gens qui essayent de vendre leur cul du mieux qu'ils peuvent, on dirait. C'est un peu ça que j'ai l'impression que c'est les villes. Pour résumer, juste vite fait, ce qu'on peut dire que dans un monde traditionnel, c'est l'église au centre du village, alors que dans un monde moderne, c'est l'usine ou le centre commercial au centre du village, quoi. Disneyland ou Disneyland. Je pense à Disneyland parce que j'ai été à Disneyland quand j'étais enfant et c'était au milieu d'un désert, hein, Disneyland. Et aujourd'hui, quand on sort du RER à la station Disney, mais l'urbanité a tout envahi. J'aimerais, si vous le voulez bien, tempérer une distinction que vous faites entre la ville et la campagne, qui était tout à fait vraie jusqu'à une époque récente, à mon avis, mais qui aujourd'hui, à mon avis, n'a plus vraiment lieu d'être. Parce qu'en fait, les règles induites par le cloaque comportemental, par ces grands ensembles ultra interconnectés avec des densités humaines énormes, ils ont des répercussions sur le monde entier. Et vous pouvez habiter dans le trou du cul de la campagne, vous allez aller bosser, vous allez être soumis à des process de tarés avec des logiciels de tarés parce que votre petite institution, votre petite usine, votre petit ensemble à la campagne, il est relié absolument à tout le reste. Vous allez vous prendre toutes les normes pour votre bagnole, pour votre baraque, pour tout ce que vous voulez. Vous allez vous prendre toutes les mesures. On l'a vu avec le confinement. Être à la campagne, ça vous protégeait pas de vous prendre une amende de 135 €, même si c'était quand même
même si c'était quand même moins risqué. Mais ce que je veux dire, c'est que le cloaque comportemental, il n'est plus seulement dans les villes, il a débordé des villes. Ouais, Et ouais. aujourd'hui, ce qu'on voit dans les campagnes, en plus, énormément, c'est des gens des villes qui ont un petit peu les moyens, ou alors en ont beaucoup trop marre, qui partent à la campagne. En fait, c'est les mêmes, enfin, tous Non, ces non, je suis gens-là sont d'accord. les Ouais. mêmes, à plus ou moins de... les enfants des uns sont partis faire leurs études en ville et tout ça. Bon, il n'y a plus deux mondes séparés, distincts entre les urbains et les ruraux, quoi. Non, non, c'est vrai. D'ailleurs, il y a le terme de périurbain, d'ailleurs, qui veut tout dire et rien dire à la fois, quoi. Parce que maintenant, il y a tellement de grandes villes que toute la campagne pourrait être presque périurbaine. Enfin, en tout cas, en Europe, il y a une telle densité de population et de grandes villes que, à part peut-être au milieu des Cévennes ou, je sais pas, en haute montagne, t'es toujours plus ou moins à 30-40 bornes d'une grande ville ou d'une ville moyenne. Il y a ça. Tu as raison aussi, Ralph, je vais rajouter deux choses avant de laisser parler Max. Il y a aussi surtout les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, avec Internet et Skype, par exemple, comme là on fait notre émission, bah, en fait, tout le monde est relié, alors avant qu'une nouvelle arrive des villes à la campagne, des fois il fallait plusieurs mois, alors qu'aujourd'hui, avec les informations en continu, les réseaux sociaux, bah, tout se fait en simultanéité, donc ça, je suis Tout le totalement monde se d'accord. nourrit, tout le monde Les se réseaux nourrit à la sociaux, même. mais qui sont en ville, donc c'est toujours une mentalité citadine qui féconde l'esprit des campagnards. Et un dernier truc aussi, c'est que par exemple en France, et même je pense en Europe ou même en Amérique du Nord, il n'y a quasiment plus aucun espace naturel qui n'a pas été modifié par l'homme. Parce que par exemple, moi j'habite soi-disant à la campagne, mais autour de moi, c'est que des champs céréaliers ou des vignes où on a mis de façon rectiligne des pieds de vigne, alors que la nature, quand elle est livrée à elle-même, ne fonctionne jamais comme ça. Donc même ce qu'on prend pour de la campagne, en fait, ça a été modifié par la main de l'homme, en fait. C'est un environnement ultra domestiqué Voilà. partout. Oui. Peut-être qu'au Canada, on trouve encore des espaces beaucoup plus sauvages, mais la France, c'est un grand jardin, hein. Il y a plus d'espace sauvage, hein. Exactement. Mais d'ailleurs, là, on est en train de transiger, justement, je pense que le cloaque est en train de transiger non seulement du monde matériel, mais aussi il transige dans notre esprit, carrément. Il est en train de rentrer dans notre tête et ça donne lieu à toutes sortes de comportements complètement débiles qu'on est en train de voir présentement au niveau des violences, de stress. Beaucoup. D'ailleurs, aussi, j'avais lu aussi un livre sur les prodiges de Malcolm Gladwell, que je vous recommande. Puis, dans la préface, il disait que, justement, il y avait des gens, des immigrants qui venaient d'Italie, que ces gens-là, lorsqu'ils ont été immigrés aux États-Unis, c'était au début des années 1800, peut-être, il y avait beaucoup une grosse vague d'immigration d'Italie qui s'en allait aux États-Unis, justement, parce qu'en Italie, c'était pauvre, il y avait eu des mauvaises récoltes, ces choses-là, un peu comme l'équivalent d'Irlande. Ces gens-là se sont retrouvés dans les grandes villes américaines, anglo-saxonnes. Puis, à un moment donné, il y avait au milieu des usines, toutes ces choses-là. Puis, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait fait des études justement sur la santé et la médecine commençait quand même à se poser des questions sur comment que la santé des gens fonctionnait, puis l'environnement, comment que ça pouvait avoir un impact sur l'état de santé des gens. Puis, ils se sont rendus compte que tout ce qui était anglo-saxon crevait de bonheur, soit de crise cardiaque ou de problèmes de cancer, ben, jusqu'à l'époque, ils ne comprenaient pas vraiment c'était quoi le cancer, mais bref. Puis ils se sont rendus compte que les Italiens, eux autres, ils vivaient dans les mêmes conditions, mais ils ne mouraient pas dans les mêmes âges que les Anglo-Saxons. Ils vivaient beaucoup plus vieux, jusqu'à quasiment 90 ans, puis ils se demandaient la question pourquoi. Puis pourtant, ils regardaient qu'est-ce qu'ils mangeaient, pourtant le monde fumait, ils buvaient exactement comme les Anglo-Saxons. Mais ils se sont rendus compte que les gens, les Italiens, quand ils s'installent en quelque part, ils gardent la même structure communautaire qu'en Italie. Fait qu'ils arrivent avec cette façon de fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des petites Italies un peu partout dans les grandes villes ou des Chinatown, des choses comme ça. Parce que ces gens-là ont gardé leur sens communautaire, puis ça réduit de beaucoup le stress des gens. Puis le stress, c'est connu aujourd'hui que ça a un impact majeur sur le cancer et toutes ces choses-là.
Donc, c'est vraiment un effet non négligeable sur le taux de cortisol qu'on a dans le sang quand on reste à la campagne versus ceux qui restent en ville. Ça booste le cortisol, puis ça, c'est l'hormone du stress. Puis c'est ce qui crée des cancers. Puis d'une façon générale, j'ai en train de me dire que ce qui s'applique au corps humain s'applique également au corps social, en voulant dire que la surpopulation de gens, les grandes villes, ne créeraient-elles pas des cancers sociaux? Exactement comme ce qu'on est en train de voir présentement avec les mouvements contestateurs de toutes sortes, des gens qui foutent le feu aux chars dans la rue, puis manifestations de toutes sortes. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est l'équivalent un peu d'un cancer dans un corps humain qu'on est en train d'assister présentement. Ouais, déjà, un truc tout bête, c'est je suppose que si on regarde l'évolution d'une cellule cancéreuse, ça doit ressembler fortement à l'évolution d'une ville qui s'agrandit vue de haut. Hein. Ça doit être quasiment les mêmes processus. Exactement, un cancer, c'est ça. Un cancer, c'est une prolifération anarchique de cellules dans un endroit donné du corps. Voilà. Et ce que tu as dit, par exemple, sur le communautarisme des Italiens ou même, justement, des Chinois qui, justement, développaient moins de maladies, c'est une des raisons qui fait, par exemple, que moi, je suis traditionnaliste. C'est-à-dire que les êtres humains, comme d'ailleurs beaucoup d'animaux, n'ont pas 36 manières de fonctionner. Et ça m'avait fait penser à un philosophe allemand qui s'appelle Tönnies, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé, par exemple, Karl Marx, qui distinguait la communauté de la société. Donc en allemand, la communauté c'est Gemeinschaft et la société c'est Gesellschaft. Et la communauté, c'est une communauté organique, hiérarchique, basée du coup sur des hiérarchies à l'intérieur de la communauté, comme chez les Italiens, t'as les pères, t'as les anciens, t'as les enfants, chacun est à sa place, t'as les mamas qui s'occupent des gamins et tout ça, quoi. Et la Gesellschaft, c'est juste une communauté juridique, où c'est des rapports, on va dire, économiques et artificiels qui relient les gens entre eux. Ou, par exemple, pour donner un exemple, le petit jeune de 20 ans qui a réussi, il peut commander au grand-père pauvre qui aurait pourtant à lui apprendre. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le chaos social, l'inversion sociale. Plus personne n'est à sa place et c'est des rapports artificiels qui relient les gens entre eux, exactement comme dans le cloaque. C'est des choses artificielles, c'est-à-dire que le plus con et le plus bête des rats, il aura autant à manger que le plus fort et le plus intelligent. Alors que si tu les remets dans la nature, eh ben le connard de rat, il va mourir de faim, et puis le gros rat, c'est lui qui aura le plus de femelles, mais du coup qui fera des meilleures descendances, et c'est comme ça que ça va s'auto-réguler, quoi. C'est pas très bien pensant, hein, ce que je dis, hein, si on va jusqu'au bout de ma pensée, mais en fait la nature, elle est mal pensante, en fait. C'est ça que d'ailleurs ne comprennent pas les gauchistes. C'est qu'ils comprennent pas que la nature est raciste. La nature est fasciste, en fait. La nature est fasciste, la nature est raciste, la nature est mal pensante, ouais, c'est vrai. Et comme disait Max, il parlait des maladies qui sont induites par le cloaque comportemental. On chope des maladies que peut-être on chopait pas avant, même si on en chopait d'autres. Mais on peut même aller plus loin que ça. C'est-à-dire que toutes les innovations sociales, pratiquement toutes les avancées technologiques, les inventions, toutes les avancées médicales sont en fait des moyens de contrôler et de juguler les effets délétères du cloaque comportemental. Aujourd'hui, la technologie, aujourd'hui et puis toujours, puisque la technologie c'est un phénomène très récent en réalité, la technologie elle ne sert pas à faire progresser l'homme, comme on dit. La technologie, elle sert de béquille à un homme diminué. Ouais. Donc, ouais. Et je rajouterais une chose, je suis totalement d'accord, Ralph, mais c'est qu'en plus, ça fait un petit billet, pour revenir à ce qu'on disait au début. C'est-à-dire qu'un système basé sur l'argent et sur les gros intérêts économiques a tout intérêt à nous rendre fous et à nous rendre malades, parce qu'il va arriver
Tu sais, c'est le pompier pyromane, il va arriver avec ses antidépresseurs, avec ses médocs et ainsi de suite, quoi. Ouais, mais ça, c'est une base en économie. La vertu n'est pas rentable. C'est-à-dire que si tu es dans un village vertueux, on va prendre l'exemple d'un village vertueux, bon, bah, y a pas grand billet à faire. Mais si d'un seul coup, tu mets une équipe de cambrioleurs à l'intérieur du village, là, d'un seul coup, il faut des serrures, il faut des clés, il faut des serruriers, il faut des policiers, il faut des assureurs, il faut des revendeurs, des receleurs qui vont réinjecter l'argent du cambriolage dans l'économie réelle, etc. Et c'est tout, et ça fait fonctionner l'économie, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Et justement, les communautés à l'ancienne ou communautés traditionnelles fonctionnent sur le don contre don. Tu vois, quand une famille, on va dire normale, bah, je sais pas, pendant que les parents travaillent, et ben c'est les grands-parents qui vont s'occuper des enfants. Puisque dans le cloaque, les familles sont complètement déstructurées, et ben il va falloir des nounous, il va falloir des écoles, et donc on va payer une personne extérieure pour s'occuper des gamins, par exemple. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Ça, les gars, là, je peux tellement témoigner de ça. Là. Une fois, j'étais allé à Montréal quand j'étais à l'université. Puis, à un moment donné, je passais sur une grande allée. Puis, à un moment donné, j'avais vu une garderie pour enfants. Puis, c'était vraiment spécial parce que c'était une vitrine avec dans laquelle, en arrière, on pouvait voir les enfants jouer dans leur petit parc. Ça jouait. Puis, à peine, je pense, 100 mètres plus loin ou quelque chose comme ça, vraiment proche, il y avait une animalerie qu'on voyait exactement le même modèle. On voyait une vitrine avec des petits chatons qui jouaient avec leurs balles, puis 100 pieds plus loin, même pas 100 mètres, tu pouvais voir la même chose, mais avec des petits êtres humains, que c'était ce qu'on appelle la crèche, dans le fond. Là, c'était terrible. Comment voir qu'on domestique l'être humain comme un animal là, dans les grandes villes, c'est fou raide. Puis aujourd'hui, on a, surtout au Québec, moi je trouve que c'est un peu plate qu'on ait perdu ça, parce que moi j'ai été gardé par ma grand-mère pendant une bonne période de mon enfance. Puis j'ai pu vivre un peu comme les enfants vivaient autrefois. On allait 4 roues en quad, peu importe, là, je sais pas comment vous appelez ça. On allait à la chasse puis tout. Puis aujourd'hui, les enfants font plus ça là, dans les grandes villes. Là. Ils sont cloîtrés dans leur petite garderie, puis c'est une éducatrice débile, syndiquée, qui veut pas travailler, qui va s'en occuper. Bref, des choses complètement débiles qu'on est en train d'assister présentement, c'est exactement ça. Là. J'ai un terme, c'est la grégarisation progressive de l'humanité. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est-à-dire que tout est de plus en plus complexe, tout est de plus en plus ordonné, tout est de plus en plus contrôlé. Et ça, c'est pas le fruit nécessairement d'un complot planétaire. C'est dans un système de surpopulation qui fonctionne comme le nôtre, c'est inéluctable. Et même les acteurs eux-mêmes du cloaque comportemental, qui ont pourtant à en souffrir dans leur chair tous les jours, sont en demande de ce contrôle. Ils le veulent, ils le désirent, ils le souhaitent. On voit toujours dans les contenus complotistes, oui, bientôt on va nous pucer, ce sera horrible, on va nous pucer de force avec un vaccin. Personne ne va pucer en chantant. Puis en plus, on est déjà. En chantant la soumissignole, ils iront en chantant se faire poser la puce, et puis voilà. Mais on est déjà puceux. Check les téléphones cellulaires, tu penses que c'est quoi? C'est exactement ça. Tout est là-dedans. Demain, si on se puce, entre notre carte de crédit, notre carte vitale, notre puce de téléphone, notre ordinateur, notre carte de transport, la seule chose que ça va changer, c'est qu'on aura un moins gros portefeuille dans les poches, quoi. Mais sinon, ce sera tout pareil. Puis les gens le demandent, leur téléphone, arrache-leur téléphone cellulaire, ils vont péter un câble. Ah, bien sûr. Ils désirent le contrôle d'une certaine façon, oui, parce que le contrôle en question, c'est pour créer justement la vie artificielle que le système leur donne. C'est un peu comme les agents dans la matrice, ils vont se battre pour garder le système, même s'ils savent que c'est un système de merde et délétère pour eux autres, mais c'est pas grave parce qu'ils connaissent rien d'autre. Quand tu as connu que ça, exactement. Tu n'aimes que ça. Va expliquer à une souris du cloaque comportemental que une vie dans la forêt est possible, dans laquelle elle sera heureuse, mais par contre, elle peut tomber sur un chat qui lui fait la misère. Bon, bah, elle choisit, elle reste là où elle est. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Moi, ça m'a fait penser à un truc, à une réflexion depuis longtemps.
que j'ai jamais trop entendu nulle part. C'est quand tu as parlé des enfants à la crèche derrière leur vitrine où on leur donnait des jeux. Et Ouais. pour moi, le jeu, le divertissement, aboutit d'ailleurs à ce que Guy Debord appelait le spectacle, est antinaturel. C'est-à-dire qu'en fait, dans un monde traditionnel, personne ne joue. Et par exemple, ça me rappelle un passage d'un livre de Jean Servier qui s'appelle L'homme et l'invisible, où il explique que dans les peuples de pêcheurs, les gamins, ils ont des petites cannes à pêche. Donc c'est par le jeu qu'on va leur apprendre à devenir des pêcheurs. Les peuples de chasseurs-cueilleurs, les enfants, ils ont des petites lances et ils accompagnent les adultes et ils chassent des plus petits animaux. Et les gamins, ils adorent ça. Alors que foutre des boules dans des ronds ou des trucs comme ça amène quoi au bout du bout? Et juste un truc, on pourrait réfléchir à ça par rapport au sport de masse, au sport comme on l'entend aujourd'hui, au sport spectacle, mais même quand on va jouer au foot avec nos potes, c'est pour dépenser l'énergie qu'on ne dépense plus à couper du bois ou pour transporter des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en gros, on nous occupe, on nous amuse, en fait. Très vrai. Ouais, ce que tu dis sur les jouets, aujourd'hui, les enfants, c'est quoi les jouets qu'ils ont? C'est des faux téléphones, des faux ordinateurs. Toute la panoplie de l'être aliéné, quoi, tu vois. J'ai un truc de fou, les gars. J'ai un truc de fou. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est un pote hollandais qui m'en avait parlé. En Hollande, il y a un parc d'attractions pour enfants qui simule la vie en société. Donc là, c'est le cloaque comportemental. Et donc, les gamins, ils choisissent leur carrière. Tu vois, au début du parc d'attractions, je veux être médecin, je veux être chirurgien. Ils ont une carte bancaire avec des points dessus, avec des épreuves pour devenir banquier, chirurgien, médecin, publicitaire et tout. Et c'est une mini-vie d'adultes qui peuvent vivre dans un parc d'attractions. Alors, s'il y a des commentateurs qui connaissent ça, parce qu'en plus de ça, je vous promets, moi, mon pote, il m'avait montré des pubs de ce parc d'attractions qui sont disponibles sur YouTube. Je me rappelle plus du nom parce que c'est un nom allemand. C'est le cloaque comportemental et en plus c'est incroyablement malsain. Tu vois des gamins, du coup au bout d'un moment ils ont un costard et ils ont tous leur carte bancaire. Du coup ils ont le droit, tu vois, tout est pris en compte. Du coup ils ont le droit de se marier, machin. Tu sais, c'est un peu comme il y avait un jeu de société comme ça avec une voiture où on traversait des cases pour faire une vie et tu sais après t'avais une femme, t'avais des gamins et tout ça en fait. C'est un immense jeu de société en fait quoi. Starfoula. Ça fait peur. Ils ont des mini-voitures et tout. Non, puis, mais tu sais, plus tu réussis les épreuves et plus tu as une belle mini-voiture, quoi. C'est de la programmation. Je sais pas si on parle de la même chose, mais moi j'avais vu un reportage comme ça sur M6. Et je suis pratiquement sûr que c'était aux États-Unis que ça se passait. Et pareil, les affiches, donc les gamins, c'était l'école qui les amenait là-bas et tout. C'était une activité qu'ils découvraient au travers de l'école. Et les affiches, c'était des gamins habillés à la American Psycho avec des gros téléphones portables et tout. Ça doit être ça. Parce qu'il y a dû avoir le même type de parc. Moi, mon pote, c'était un Hollandais. Et il me disait c'était soit en Allemagne, soit en Hollande, chez les Flamands, quoi. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis sur les enfants, ils n'ont pas de jeu. Normalement, un enfant, et je le vois avec le mien, alors évidemment, elle a quelques jouets qui traînent, mais pas beaucoup. Et on a eu la chance de pouvoir, pendant 1 an, se passer de crèche, donc de l'avoir tout le temps avec nous. Et en fait, quand elle est avec moi, elle reste à côté de moi, en fait. Elle est tout le temps à côté de moi, et elle fait sa vie, et elle veut jouer avec les objets que moi j'utilise. Elle veut toucher mon téléphone, elle veut toucher ma calculatrice, elle regarde ma montre, elle est par terre, elle fait ses trucs. Et en gros, elle préfère 1000 fois nos objets que ses propres jouets, quoi. Et Bien sûr. d'être avec nous qui lui fait plaisir. C'est là qu'elle apprend. Bien sûr.
Et tu peux le faire d'une manière ludique. C'est comme ce que je donnais l'exemple avec des petites cannes à pêche ou des petits arcs pour les peuples de chasseurs. Le gamin, il s'éclate. Mais en même temps, il y a un objectif derrière. C'est que quand il sera adulte, eh ben, il aura appris la chasse, quoi, en fait. Et je vais faire un peu de langue des oiseaux et d'étymologie. Tiens, c'est que le jeu, c'est c'est l'ego. Que le terme amuser, c'est a privatif et musée, les déesses de l'intelligence. Donc en fait, s'amuser, ça veut dire se rendre con. Et divertissement, c'est le 10 de séparer et virtus, la vertu. Donc c'est ce qui divise la vertu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même dans les mots, on voit exactement ce que ça veut dire, quoi. Oui, et aujourd'hui, moi j'ai plein de gens qui me disent ouais mais toi tu t'amuses jamais, machin. Ben ouais, parce que j'ai envie d'être un gars. Moi c'est les muses qui m'intéressent, c'est pas la muse qui m'intéresse. Non mais tout à fait. Moi aussi j'avais toujours ce genre de remarques quand j'étais plus jeune. Les gens me disaient oh mais tu n'es pas heureux, tu t'éclates pas. Mais en fait j'avais envie de leur dire j'ai juste pas la même manière de m'éclater que vous. En fait ce que vous faites ça m'éclate pas du tout quoi. Ça me désespère complètement quoi. Effectivement, c'est de la programmation qu'ils ont essayé de te programmer, exactement comme qu'on voit ici dans les écoles. Il faut que tu t'amuses avec les petits amis, puis tout le kit, mais le jeune qui est tout seul, qui s'isole, qui pense, il paraît mal, même aux yeux des enseignants, des profs. Il faut que tout le monde soit en troupeau, il faut que tout le monde soit non, mais ensemble. l'école, moi je déteste l'école. J'ai énormément souffert à l'école. Je déteste ça. L'école, c'est très bien que les enfants soient sociabilisés et voient leurs semblables et s'amusent avec des enfants de leur âge. Mais l'école est un lieu de sursociabilisation Incroyable. d'une cruauté incroyable. Donc déjà, on doit supporter dès l'enfance une centaine de connards qui vont nous faire chier toute la journée et rester assis sur une chaise à apprendre des tonnes et des tonnes de trucs. À 99%, on n'en a rien à foutre et ça nous servira jamais. Exact. Et l'école est déjà un processus de grégarisation mentale, de cloaquisation mentale qui tue la magie de l'enfance. Voilà. Ben là, tu parles comme Louis-Ferdinand Céline dans son pamphlet qui s'appelle les Beaux Draps. C'est des passages qui me donnent encore des frissons quand j'y pense, où il dit exactement pareil. Il dit que l'école moderne, c'est des machines pour enlever la créativité des gamins, pour en faire de la future chair à canon et des gros connards. Et une chose aussi que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est que, et c'est là où ça rejoint ce que dit Max sur le fait que c'est fait exprès, et quand il dit « il nous programme », il, au final, c'est les bourgeois, c'est nos pseudo-élites marchandes économiques, qui sont plus des élites spirituelles. Et moi, personnellement, j'ai une haine intérieure, tu vois, c'est pas bien d'avoir la haine, mais je l'ai toujours, j'arrive pas à m'apaiser par rapport à ça, de me dire que quand je suis sorti de l'école, par exemple, je savais pas me faire cuire des pâtes. Quand la mère de tombée enceinte, j'ai appris, je sais pas ce que c'était, l'aménorrhée, par exemple. Il y a encore quelques temps, on a dû taper sur Wikipédia pour savoir combien de dents notre gamin il allait perdre. Et pourquoi ça, on nous l'a pas appris à l'école? On nous a fait faire de l'éducation civique de merde, on nous a appris les pseudo-valeurs de la République de merde, mais finalement, tu vois, moi je sais plein de trucs, j'ai écrit des bouquins. Je sais même pas combien de dents un gamin y perd. Quand j'avais 19 ans, que je suis parti de chez mes parents, je savais même pas comment faire cuire des pâtes. T'imagines un peu comment on nous a rabaissé, on nous a mis la tête sous l'eau sciemment, tu vois. Et je ne sais toujours pas ce que sont les valeurs de la République. J'ai toujours pas. Enfin, j'ai compris, mais enfin, ça reste quand même, ça reste quand même très abstrait. Alors, comme tu dis, on sort de l'école, donc déjà, on est sursociabilisé avec des tonnes d'enfants autour de soi, ce qui est totalement anormal. Un enfant, sa place, c'est avec ses parents, avec les adultes, et éventuellement jouer avec les enfants des copains, etc. Mais on ne sait pas faire pousser des patates, on ne sait pas faire pousser des tomates,
on ne sait pas réparer un moteur, on ne sait pas construire une cabane. De la merde, quoi. Moi, les cabanes que j'ai construites quand j'étais enfant, on m'a pas appris ce qu'étaient des fondations, des structures, des trucs comme ça. On nous laissait faire de la merde. On ne sait rien. Et un bachelier, et moi le premier, il a son bac, il est tout content. Son bac, c'est de la merde. Il ne sert à rien. C'est une merde. Et là, je vais prêcher un convaincu, Ralph, et puis Max aussi. On nous a pas appris la nature masculine et la nature féminine et les rapports hommes-femmes. Et c'est quand même Absolument important. pas. Ça, a On nous priori, ça apprend doit nous toucher dans nos vies, a priori, quoi. Voilà, on nous apprend à mettre l'éducation sexuelle. Ah, il paraît que ça a changé l'éducation sexuelle, que maintenant c'est encore plus taré. Mais on nous apprend à mettre une capote ou un truc comme ça. Mais on ne nous apprend pas à aimer. On ne nous apprend pas les ressorts de l'amour. On ne nous apprend rien. Exactement. C'est voulu parce que c'est ce qui fait justement vivre le cloaque. C'est le fait qu'on est ignorant face à la vie, parce qu'en réalité, lorsqu'il y a une spiritualité, en réalité, c'est quoi la spiritualité? C'est les règles, c'est la compréhension profonde des règles de la vie. Si on peut résumer ça comme ça. C'est un peu ça. Puis on veut pas qu'on le sache. Mais eux autres, ils vont le garder pour eux autres, ce savoir-là. Ça, c'est bien certain. Là. Les élites, là, ils ont leur propre spiritualité à eux autres. Juste à regarder la conseillère spirituelle de Donald Trump, puis vous comprenez qu'eux autres, ils ont le droit d'avoir une certaine forme de spiritualité, mais pour le petit peuple, c'est non, va acheter chez Walmart, puis va dépenser. Même quand tu regardes les spiritualités un peu modernes, bon, le New Age, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, mais même une certaine forme de protestantisme que toi tu connais bien chez les Nord-Américains, c'est on t'explique comment bosser, comment te sacrifier, comment être ceci, comment être cela. C'est totalement utilitariste quoi, dans l'esprit. Quoi. Ah oui, je sais pas si vous savez c'est qui. Ah oui, Tony Robbins, c'est... ben, en fait, de toute façon, le New Age vient du protestantisme, ce serait trop long à expliquer pourquoi. Mais Tony Robbins, c'est un prédicateur protestant, en fait. Ouais, c'est un genre de curé moderne. Et les protestants, c'est boulot, 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 mortification, travail, sacrifice, ferme ta gueule. Ouais, vous êtes gentils. Et je suis d'accord avec vous, les gars, mais vous êtes gentils, hein, parce que le protestantisme, c'est le rejeton du judaïsme. Bah, oui, bien sûr, évidemment. L'Ancien Testament, moi, je me tiens dans le plat. Je m'en fiche. Après, les peuples, ils ont leur. Les Chinois aussi sont très utilitaristes, mais. Les Chinois n'ont même pas de religion, même. À l'heure de l'Ancien Testament, et je sais pas comment dire, c'est cette horizontalisation de la vie. Les récompenses, c'est d'avoir beaucoup de troupeaux et d'avoir les greniers remplis dans l'Ancien Testament. Et les protestants, ils ont repris ça. C'est du judaïsme pour goy, quoi. Ah oui, bah, non, mais c'est choquant à dire ça, j'en sais rien. Là. C'est la modération de YouTube qui décidera. Et j'avais envie de parler d'un autre. La vérité, après, il y a des gens qui l'assument et puis des gens qui le critiquent. Tu vois, c'est comme ça. Il faut assumer aussi ses choix de vie. Tu vois ce que je veux dire. Les gens qui nous écoutaient, je pense la majorité vont être d'accord avec nous. Par contre, ouais, si un gauchiste nous écoute, il va appuyer sur signaler, quoi. Ouais, mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les religions, ou à peu près, ont été touchées par une dérape complètement débile. Si, par exemple, je parle du catholicisme au Québec, dans les années 1900, c'était pas drôle là, à la fin. Puis ça, d'ailleurs, ça démontre un peu comment que la religion a été instrumentalisée à travers, justement, le cloaque, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'au Québec, il y avait ce qu'on appelle la revanche des berceaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais la revanche des berceaux, c'était que le peuple canadien-français devait résister à l'envahisseur anglo-saxon. Donc, il fallait qu'il fasse plus d'enfants pour préserver la langue, la religion, toutes ces affaires-là. Mais en faisant ça, nécessairement, tu fais ce qu'on appelle le vœu de la pauvreté. Donc, tu sais, c'est le contraire des protestants. Tu sais, chez les protestants, si tu fais de l'argent, c'est correct. Chez les catholiques, mettons franco-canadiens, c'était la pauvreté, c'était la vertu, c'était... Parce que quand tu as 5, 6, 7, 8, 10 enfants, là, puis tu es pauvre, là, hey, tu comprends que ça avec, là, ça sonne une cloche que c'est pas normal. Là. De 2 êtres humains qui font 10 enfants, c'est quasiment débile. Puis deuxièmement,
médicalement parlant, il y avait beaucoup de mères qui mouraient. Puis tout ça, au final, quand tu regardes ça, ça a servi à créer le futur cheap labor qui allait être engagé, mettons, à la fin, au début de l'industrialisation, vers la fin des années 1800, pour être envoyé dans les grandes villes, pour faire du cheap labor, où est-ce qu'on payait le monde 2 cents par jour, puis il allait se faire arracher le bras par des machines. Puis, tu sais, l'aspect religieux de la spiritualité, il est ultra utilitariste. Hein. Il y a un but social, donc il s'adapte. La dimension religieuse de la spiritualité s'adapte aux conditions de vie, quoi. Oui, exactement. Mais des fois, c'est détourné dans un plan économique. C'est ça en gros. Bah oui, bien sûr. Ouais. Ce que tu as dit, Max, moi, ça m'a fait penser à l'Afrique. C'est-à-dire que quand la technologie des Blancs, entre guillemets, est arrivée, est arrivée aussi la surpopulation, alors que tu les laisses tranquilles, comme on laisserait tranquilles les rats, les Africains, ils font pas spécialement. Non, franchement, je te promets, l'Afrique, avant les années 1800, c'était 500 millions de personnes et c'est gigantesque. On est arrivé et on a totalement. A priori, les Africains, à la base, ils font pas plus de gamins que les Blancs. Ils en font plus dans un monde artificialisé qui n'est pas le leur, en fait. Tout à fait. On est arrivé, on a totalement perturbé un écosystème qui s'autorégulait de manière tout à fait naturelle et rationnelle. Et à la décharge des Occidentaux, face au cloaque comportemental, ce qu'ont fait les Occidentaux, c'est la transition démographique. Ils ont arrêté de faire, à un moment, ils ont arrêté de faire 10 gosses, mais c'est là qu'on voit que le système veut le cloaque comportemental, parce que même quand on arrête de faire énormément d'enfants, on nous amène cette surpopulation venue de l'extérieur pour continuer la dynamique utilitariste, la dynamique marchande, la dynamique de surpopulation. Et donc, c'est bien que c'est voulu, quoi. Oui, parce que quand on est stressé, on est en attaque, on dépense. On dépense on claque de l'argent. Sérieusement, puis d'ailleurs, moi, je pense que c'est un peu une des raisons, c'est que moi, je pense que les femmes sont plus sensibles à ça. Parce que justement, ils sont plus faciles un peu à stresser, ils sont plus faciles à débalancer d'une certaine façon, mais ils sont plus endurantes sur le long terme que les hommes, je pense, au niveau de la capacité à encaisser psychologiquement des choses. Mais par contre, ils vont compenser dans la dépense. Ils vont acheter beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà eu des femmes dans vos vies. Là. Hey, y en a-tu des souliers quand qui commencent à apparaître chez vous quand ta blonde vient rester chez vous? Là? Il commence à avoir un gros rack plein de souliers. À m'emmener le garde-robe commence à se remplir. Il n'y a plus de place. Il y a du maquillage. Il y a toutes sortes de trucs. Puis c'est un peu ça qui se passe, je pense. Puis ça, c'est la logique marchande. Puis je pense que c'est une des raisons. La prochaine étape, ça va être de féminiser le plus possible la société. Parce que l'aspect féminin de l'être humain, il comble son vide dans la matérialité. Puis moi, j'ai l'impression que ça va faire en sorte que ça va être un autre système de consommation encore plus intense. Plus on va avoir d'hommes féminisés puis de femmes, plus le système va virer encore plus. Au-delà de la féminisation ou de la féminité ou de la virilité, à partir du moment où tu es névrosé, à partir du moment où tu es seul, à partir du moment où tu n'as pas le sentiment d'avoir une fonction dans la société où tu te trouves, parce qu'aujourd'hui, voilà, les bullshit jobs, les jobs de merde, tu peux pas dire que tu sers à quelque chose dans la société. Demain t'arrêtes, tout le monde s'en fout. Donc à partir de ce moment-là, t'es névrosé, t'es malheureux, tu te sens pas bien, ça va complètement à l'inverse de tes aspirations légitimes et naturelles. Donc il y a plusieurs manières de compenser. Et c'est pour ça que les souris deviennent folles dans le cloaque comportemental. C'est-à-dire que soit tu deviens hystérique, c'est-à-dire que à un moment il y a une dissonance entre ce que tu veux vraiment, le ça, et ce que tu es, le ça, et ce que tu veux vraiment, le surmoi. Et s'il y a une trop grande dissonance entre les deux, c'est l'hystérie. Ou alors tu deviens un psychopathe. Ou alors tu développes des psychoses complètement dingues. Ou alors, ce que font la plupart des individus, c'est de développer des grosses névroses. On est tous autant que nous sommes des gros névrosés.
Et les névrosés, ils doivent faire des choses pour lutter contre leur névrose. Et souvent, ils achètent des objets transitionnels, ils font des trucs cons, ils ont des activités à la con. Voilà, l'homme du cloaque comportemental, il est soit fou, soit névrosé. Ouais, ouais. Il est soit fou, soit névrosé. Je reviens sur ce que disait Max, c'est très intéressant parce que effectivement, c'est par les femmes que t'acquiers toute une société. Si les femmes sont acquises à une cause, bah, les hommes vont suivre. C'est toujours comme ça parce que la femme, c'est le socle, c'est l'aspect, on va dire, plastique, passif. Et l'homme, ça va être la forme. Et donc, du coup, bah, si la femme change de mentalité, c'est toute la société qui va changer de mentalité et les hommes vont s'adapter pour avoir accès aux femmes, en fait. Donc, ça, nos élites l'ont bien compris. Et ensuite, pour rebondir sur ce que tu disais, Ralph, c'est aussi pour ça que justement, qu'on a inventé le virtuel, en fait. Notamment, je sais pas, par exemple, les jeux vidéo ou le cinéma. Eh ben, ça permet à des gens névrosés de dépenser l'énergie qu'ils ont besoin de dépenser, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Le sport, la littérature, le jeu, donc le jeu, tu as rappelé l'étymologie, le jeu c'est bien, mais l'amusement, le divertissement dans le sens négatif du terme, donc j'avais dit quoi? Le sport, la littérature, le cinéma, tout ça c'est complètement cathartique. Pourquoi la littérature ne peut exister qu'aujourd'hui? Parce qu'on vit dans le cloaque comportemental. Aucun être humain avant n'avait eu l'idée de faire de la littérature telle qu'on l'entend aujourd'hui. Pourquoi on va regarder des films violents avec des gens qui se rebellent ou des gens qui sont dans la liberté totale et dans l'hubris? C'est parce qu'on ne peut pas le faire, c'est cathartique. Pourquoi on va faire du sport? C'est effectivement pour dépenser l'énergie qu'on ne dépense pas dans notre vie, qu'on devrait dépenser, parce que l'état naturel de l'homme, c'est la précarité, c'est la rareté. Faut traverser des steppes et escalader des montagnes pour aller chercher son eau, pour aller chercher sa subsistance. Donc tout ça, en fait, ce sont des pis-aller, c'est la méthadone, quoi. C'est la méthadone. On n'a plus l'héroïne de la liberté, on a la méthadone de la soumission au système au travers de tous ces palliatifs. Ouais, exactement. Oubliez les jeux vidéo, les gars. Les jeux vidéo, c'est énorme, parce que je ne joue pas. C'est incroyable. Les jeux vidéo, c'est incroyable. Tous les jeunes maintenant jouent aux jeux vidéo et s'enfuient dans une réalité virtuelle. Enfin, ça, là, c'est la tu rappuies sur rejouer, tu vois, alors que dans la vie, t'as qu'une vie, quoi, on va dire, quoi. Normalement, un jeu vidéo, quand t'as perdu, bah, tu devrais le mettre à la poubelle, quoi. Tu devrais plus pouvoir rejouer, mais. Remarque, ça pourrait être bien d'un point de vue économique. Exemple à la con, tu vois, je suis pas spécialement un défenseur du service militaire, mais avant, je sais pas, nos parents ou nos grands-parents, ils allaient au service militaire, bon, bah, il y avait des cibles et tu tirais avec des vrais flingues sur des cibles, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire, mais les petits jeunes, à travers le virtuel, tu sais, ils ont fait tous les champs de bataille de toutes les époques, ils ont tué 100 000 personnes avec toutes les armes possibles, mais ils sont restés au bout du bout, ils sont restés sur leur canapé bien au chaud, quoi. C'est la singerie. C'est la singerie de l'aventure qu'on essaye de reproduire. Mais même, je parlais il n'y a pas longtemps, c'était dans mon live, je parlais du film Le Joker. Que j'ai trouvé assez agréable finalement à regarder. Mais qu'est-ce que c'est le Joker? C'est nous regardons un homme qui se rebelle contre l'absurdité et la cruauté du monde moderne, qui va se rebeller d'une manière époustouflante, artistique, stylistique, ultra violente. Et quand on est sorti du cinéma, au bout du bout, on est resté le cul posé sur son siège. Oui, voire même, moi j'ai pas vu le film, mais j'ai entendu, enfin, je connais le scénario et tout ça. Je pense pas d'ailleurs que ça soit un mauvais film, hein, j'en fais pas une critique, mais le Joker, tu pourrais retrouver, je suis sûr, dans le cloaque comportemental, des rats qui, au bout d'un moment, pètent un câble et tuent tout le monde. Il y a des serial killers dans le cloaque comportemental. Il y a des serial killers souris, mais pour revenir sur le Joker, on a comme ça des films iconiques
générationnels qui se succèdent. Je pense à Fight Club, je pense à V pour Vendetta, je pense à Joker. Et en fait, le spectacle de la rébellion contre le cloaque comportemental, c'est un palliatif pour que les gens ne se rebellent pas, quoi. T'es un grand rebelle parce que t'as regardé, que t'aimes Fight Club et que tu partages des photos de Brad Pitt torse nu sur les réseaux sociaux avec on fait des travails qu'on déteste pour payer on fait des travails pourris pour payer des trucs dont on n'a pas envie pour plaire à des gens qu'on déteste et tu crois que t'es un grand rebelle, tu vois. Ben, c'est un peu c'est du pain et des jeux façon moderne, si on peut dire ça comme ça. Les gladiateurs, tu penses que c'était quoi? C'était pour exulter, mettre en lumière, donner un sentiment de satisfaction aux gros PD qui n'avaient pas le courage de prendre le glaive et d'aller se battre dans la Légion romaine, mais par contre, ils se payaient un billet pour aller au Colisée puis aller voir des vrais hommes se taper sa gueule. Puis, c'était un peu ça qu'on est en train de revoir aujourd'hui, mais version plus moderne, j'ai l'impression. C'est vers ça qu'on s'en va, puis ça va sûrement éclater. Jeu. Et il faut payer ta place à l'arène. Toujours. Ouais. C'est vrai. Mais c'est tout le temps ça. Il faut faire partie intégrante du cloaque comportemental pour avoir accès aux produits palliatifs fournis par le cloaque comportemental pour pas devenir fou. C'est trop bien fait, non mais c'est magnifique, c'est diabolique. C'est là-dessus que je voulais rebondir, parce qu'on en a déjà parlé dans la première émission, mais c'est ça qui est vraiment important à comprendre en fait dans notre discours, c'est que notre monde, sur plein d'aspects, ressemble au cloaque comportemental, mais l'expérience de Kowloon, au bout d'un certain moment, tout le monde s'entretue, les rats ne font plus de gamins, et en fait, du jour au lendemain, il n'y a plus de naissance, et en fait, la population, elle baisse au même rythme qu'elle a augmenté, quoi. T'as une courbe qui part en exponentielle. Là, tu trouves la porte de la fin un peu. Voilà. Les êtres humains ne sont pas des rats. On est bien plus intelligents. Tu vois, les rats, ils construisent pas de cathédrale, mais en même temps, ils font pas de combat de gladiateurs, ils font pas Netflix et ils font pas Pornhub aussi, les rats. Et notre monde, c'est faire perdurer le cloaque comportemental à l'infini. À l'infini. Et c'est là que l'ingéniosité humaine à l'œuvre, le génie humain à l'œuvre, est capable de faire durer ça éternellement, jusqu'à obtenir des individus complètement hors sol, mais qu'on arrive à gérer. On l'avait sûrement déjà dit dans la première émission, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est exactement ça. C'est des êtres humains, ils sont totalement déshumanisés, totalement névrosés, ils ont des vies pourries, leur vie n'a absolument aucun sens, ils n'ont aucune spiritualité, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Ils sont fonctionnels, ils sont utiles, et on arrive à les occuper pendant la journée. Puis quand ils font une crise mystique, il y a une solution. Quand ils font une crise existentielle, il y a toujours une solution. Et comme ça continue encore et encore. Ouais, on leur donne Soma. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que le Soma? Si ce n'est que les antidépresseurs, l'alcool, les drogues, on légalise. C'est le même principe. C'est exactement ça. Ouais. Et puis même, le jeu vidéo, c'est du Soma. La littérature, c'est du Soma. Le cinéma, c'est du Soma. Tout est Soma. On pourrait, par exemple, je pourrais donner un exemple marrant par rapport justement au coronavirus. C'est que dans un cloaque comportemental, si je sais pas, il y a 3000 rats dans un espace réduit, il y a le moindre virus, ils vont tous crever en 2 jours, les rats, alors que nous, on va faire des soi-disant pandémies mondiales où il y a 99,5% de pas crevés, et par contre on va remplir des attestations, c'est-à-dire que les rats ils vont jamais arriver au stade de remplir des attestations à l'intérieur du cloaque, quoi, tu vois. C'est là ce que on dit, enfin on le dit souvent avec Ralph, c'est un de nos thèmes de prédilection, c'est jusqu'où ça va s'arrêter. Moi je crois que si on reste à l'intérieur du cloaque humain, ça s'arrêtera jamais au final, et que ce qui arrêtera le cloaque comportemental humain, c'est une intervention extérieure, donc je sais pas, une tempête solaire, un vrai virus là pour le coup, qui tue 90% des gens, je sais pas, des tremblements de terre, des machins. Mais tant que tu laisses les hommes entre eux, ils arriveront toujours à trouver des moyens de faire perdurer le cloaque, alors que les rats,
qui sont quand même des animaux assez simples au final, même s'ils ressemblent un peu aux êtres humains. Et ben au final, il y a la nature qui reprend ses droits et ils s'autodétruisent, quoi. Alors que les hommes, je pense pas qu'ils vont s'autodétruire. Non. Le génie humain peut aller très très loin. Et si effectivement on veut sortir du cercle vicieux, à un moment il faut qu'il y ait quelque chose qui casse la boucle. Et ce quelque chose qui va casser la boucle, ça ne viendra pas de groupuscules humains rebelles, eux-mêmes totalement formatés par le cloaque comportemental. Ça n'est pas possible. Ça va être un astéroïde. Pour résumer juste, moi ce que je veux dire, c'est que par exemple, souvent on croit que par exemple avec le coronavirus, mais on le croyait déjà avec le 11 septembre, ça va être l'avènement du nouvel ordre mondial. Mais en fait, il est là. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, c'est la prise de pouvoir de la troisième caste, de la classe marchande, qui s'est faite à la fin du XVIIIe siècle avec la création des États-Unis, par exemple, ou la Révolution française. Et en fait, tout ce qu'on vit, c'est une amélioration pas à pas du nouvel ordre mondial qui se terminera jamais. Mais c'est jamais un nouvel ordre mondial. C'est jamais un renouveau. C'est toujours une aggravation ou un approfondissement du cloaque humain, de la dégradation du matériel humain qui existait déjà précédemment. Un mouvement involutionnaire, si on peut dire ça comme ça. Mouvement involutif, mais dans lequel, paradoxalement, effectivement, c'est en temps de guerre qu'on invente le plus de choses. Et dans le cloaque comportemental, c'est aussi là qu'il y a eu des avancées technologiques complètement délirantes, des avancées médicales complètement délirantes, des avancées, des aventures artistiques aussi complètement délirantes. C'est-à-dire que c'est un système qui va produire et qui va inventer beaucoup de choses, mais si on gagne c'est ce que dit toujours Pierre-Yves, si on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Ce qu'on gagne du côté, c'est parce qu'on le perd de l'autre. Rousseau disait la même chose. Il y a plein de livres, d'études qui parlent et ça rejoint ce que tu disais, Ralph, tout à l'heure sur les campagnes, qui sont aussi un cloaque. Il n'y a pas que les villes à notre époque. C'est par exemple l'arrivée du tracteur dans les campagnes. Ça a tout changé dans les rapports humains, dans les exploitations agricoles. Sur ce thème-là, vous lisez Les raisins de la colère de Steinbeck. C'est l'histoire de gens à la campagne et tout ce que va produire l'arrivée du tracteur. C'est incroyable, époustouflant. Dans Le Vie et mort des civilisations, quand je fais tout un chapitre sur la transition où on passe d'un monde traditionnel à un monde moderne, et tu as par exemple le remplacement de l'artisan par l'ouvrier, le remplacement de l'outil par la machine. Tu vois, et d'un côté, on pourrait se dire, c'est un énorme progrès. Ouais, mais au final, il n'y a plus personne qui s'est planté un clou parce que tout le monde va faire, tu sais, c'est la division des tâches, tout le monde va faire une tâche dans le processus de fabrication, mais mais personne ne saura construire quelque chose de A à Z tout seul, quoi. On est pris dans la machine, quoi. Aujourd'hui, on a plein de gens ultra spécialisés, mais qui est capable de construire une baraque avec un petit jardin, d'y faire venir de l'eau et d'aller chasser, l'être humain complet, l'idéal antique de l'homme total. Tu vois, ça, il n'y a plus, ça n'existe plus, quoi. Non. On peut essayer de tendre vers ça à titre individuel. Ce que je disais souvent, moi, je m'en fous complètement des survivalismes. De toute façon, moi, tous les ismes, je déteste. Mais je peux comprendre, par contre, c'est une des idéologies de merde actuelles que je trouve la moins pire, parce qu'au moins, comme on disait tout à l'heure, ça t'apprend à planter des carottes, à construire un poulailler, à essayer de tendre vers une certaine autonomie, même si elle est plus possible justement à notre époque. Tu seras toujours obligé d'avoir un contrat, quoi qu'il arrive à un moment donné. Moi, pour ça, honnêtement, je recommande d'écouter les séries ou les vidéos avec Kim Parch. Ça, je vous l'avais montré. Ce gars-là, je pense que c'est la personne la plus équilibrée dans sa tête que j'ai jamais vue. Puis, ce gars-là, à un moment donné, j'ai essayé de le chercher sur Facebook pour essayer d'y parler, pour savoir s'il y avait moyen d'avoir des stages ou des choses comme ça. Puis, je tombe sur la page Facebook de Kim Parch,
c'était écrit « Ceci est une page Facebook de Kim Parche pour dire que Kim Parche n'a pas de Facebook. » Et il n'en a rien à foutre et vous le trouverez pas sur Facebook, ce type-là. Ça doit être... J'avais envie de vous lancer sur un peu autre chose, mais je trouve qu'il va complètement avec les événements qu'on est en train de vivre avec le Covid-19. Le cloaque comportemental, c'est donc, au départ, il y a 8 souris qui sont mises dans un environnement confiné avec tout ce dont elles ont besoin. Et comme tous leurs besoins physiologiques sont satisfaits, eh bien, elles vont se reproduire. Elles vont se reproduire énormément, je crois, jusqu'à atteindre un apex de peut-être 2500, 2800 individus dans la colonie. Donc, on pourrait se dire, finalement, c'est merveilleux, c'est une ode à la vie, quoi, tu vois. Ce qu'on vit avec le Covid-19, c'est censé être des mesures pour protéger la vie. Et l'impression que j'en retire, c'est que à l'intérieur du cloaque comportemental dans lequel nous vivons, il y a un rapport à la vie qui est totalement quantitatif et matériel et qui fait totalement abstraction de ce qui fait l'essence de l'existence. C'est-à-dire que oui, on va protéger la vie, oui, on va soigner les gens, oui, on va faire en sorte que les gens, que les vieux, que je ne sais pas quoi, les obèses, ils n'attrapent pas le virus, mais il y a un mépris total de la vie dans son essence. Il y a un mépris de l'être humain, de l'individu qui est absolument colossal. Oui, c'est vrai. Depuis un an, à peu près, depuis qu'on est, ça va faire environ 8-9 mois, mais à tous les jours, tous les jours, les masses médias balancent des statistiques. Toujours des chiffres, toujours du quantitatif, comme tu dis, mais jamais dans le qualitatif de se dire quel genre de vie vous voulez. Ou est-ce que vous voulez avoir une longue vie plate, bien au chaud, encadrée par le système, ou avoir une vie peut-être un peu plus courte, mais pleine de défis que vous allez avoir eu la liberté ou la chance de faire. Une vie dans la plénitude. Exactement. Vie dans la plénitude de l'existence, tu vois. Exactement. Wow. Ça, on nous l'enlève, ce choix-là, là, présentement. On nous l'enlève. On n'a plus le droit d'avoir ce choix-là. Ce que tu as dit, Ralph, ça a fait vibrer mon petit côté anarchiste et je vois qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. J'allais dire, est-ce que vous préférez une vie, je sais pas, à la James Dean ou une vie à finir en EHPAD à 95 ans sous médoc et à se faire changer les fesses par Farida. Ouais. Ah non, mais moi, c'est ça un peu. On vit dans le monde un peu comme ce qu'on voyait dans l'Aldous Huxley, c'est qu'on ne veut pas voir la mort. On cache. C'est-à-dire que dans Aldous Huxley, et là je vais citer notre ami Martial Lenton, qu'on salue, il dit le meilleur des mondes, c'est vraiment le meilleur des mondes. La seule chose, c'est qu'il faut sacrifier son humanité pour en profiter. C'est tout. 3 fois rien. Ah non, c'est vraiment pas le meilleur des mondes. À mon sens, on les envoie exactement. Moi, en tout cas, nos personnes âgées au Québec ou au Canada, d'une façon générale, c'est probablement aussi la même chose en Europe, mais on les envoie dans les foyers de personnes âgées. Puis moi, j'ai l'impression que c'est un mouroir, là. C'est vraiment un mouroir. On les garde artificiellement. C'est totalement contre-intuitif. Normalement, les générations, elles doivent se côtoyer. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il y a ce genre de choses qui se font dans certaines campagnes. C'est qu'on met l'école maternelle et la maison de retraite au même endroit. Et les enfants, ils sont avec les vieux. Donc ça, j'avais trouvé ça pas trop mal pour le coup. Mais c'est institutionnalisé, c'est artificiel, c'est con. Ça reste quand même artificiel, mais bon. Mais c'est totalement contre-intuitif. On n'aimera jamais autant quelqu'un qu'on a aimé sa grand-mère et son grand-père, quoi. Je veux dire, on n'a pas envie de. Enfin, normalement, ils vont pas dans une maison de retraite et on veut que nos enfants ils profitent au maximum de leur grand-mère et de leur grand-père. Enfin bon, le cloaque comportemental, malgré tous les avantages qu'il prétend nous procurer, il nous vole notre vie. Il nous vole les moments magiques de notre existence. Il nous vole la grandeur de notre existence. Je l'utilise quelquefois, cette expression, j'aime bien parler de pseudo-vie. Ah ouais, c'est clairement ça. C'est-à-dire que pareil,
Je vais citer un auteur pérennialiste contemporain qui s'appelle Pierre-Yves Lenoble. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, il faut mettre pseudo. Voilà. Ouais. Tout a été artificialisé. Et juste là, moi, je vais parler, un peu de ma vie personnelle, mais ça rejoint exactement ça, tu sais, sur les EHPAD ou les foyers de vieilles personnes. C'est que moi, j'ai bossé en oxygénothérapie. Donc, j'ai été pendant quelques années en contact avec des gens en fin de vie et surtout des personnes âgées. Et en fait, de voir comment notre société traitait la mort, la vieillesse, la maladie, d'avoir traîné dans des EHPAD où tu as de l'espèce de musique classique avec des vieux complètement sous médoc qui regardent un écran de télé. Moi, ça m'a fait péter un câble et c'est ça où j'ai démissionné de ce boulot et je me suis dit, vas-y, quitte à manger des pâtes, finir sous les ponts, j'écris des livres, j'en ai plus rien à foutre en fait. Ça m'a vrillé le cerveau. Je dis à tous les auditeurs les plus jeunes qui nous écoutent, le but de la vie, c'est pas de durer le plus longtemps possible. Même bien au contraire. Bien au contraire. C'est-à-dire penser à vivre et laisser parfois un peu de côté l'esprit de conservation. Parce que de toute façon, l'expérience de la très très grande vieillesse, qui est aussi un phénomène moderne, se faire caca dessus, perdre la tête, être le spectateur pendant des fois 20, 30, 40 ans de sa propre décrépitude, c'est franchement pas quelque chose de réjouissant, quoi. Non, clairement. L'esprit de conservation, c'est bien, mais notre vie ne doit pas être régie que par ça, quoi. Il y a une chose que Dave Leduc a lâché, ça c'est un athlète du Québec justement, il disait qu'il y a des gars qui meurent à 25 ans, mais qu'on enterre à 85 ans. Puis ça résume exactement ce que tu viens de dire. Les jeunes qui tombent dans le piège de « Ah oui, il faut que j'aille à l'université, chercher mon petit bac, trouver une job dans un bureau, ou Ah, il faut que je porte un petit costard. » Non, t'es déjà mort. Là. Ça rappelle la scène Into the Wild. Je sais pas si vous avez vu ce film-là. Ouais, bien sûr. Quand il passe dans la ville, puis qu'il regarde les gens manger dans un restaurant, puis à un moment donné, il voit un gars qui est en train d'essayer de cruiser une fille, de parler pour essayer de coucher avec. À un moment donné, il y a eu le reflet que c'était lui qui aurait pu avoir cette vie-là, parce qu'à un moment donné, tu le vois lui, il s'imagine lui dans le même costard, dans le même scénario qu'il voit dans la même scène qu'il voit présentement, puis ça l'a dégoûté, puis il est parti de la ville tout de suite. C'est exactement... Je pense que c'est un peu ça. Into the Wild, je le mets dans la même liste de films, Fight Club, V pour Vendetta, Joker, Into the Wild. C'est des grands films cathartiques, quoi. Et c'est un film qui a été regardé par tout un tas d'employés de bureau qui a vécu le frisson de la vraie vie, quoi. Mais c'est pas péjoratif ou un jugement de valeur quand je dis ça. Hein. Moi, tous les gens qui m'écoutent le savent. Je suis un salarié aliéné. Je suis pas là pour faire des leçons de morale. Je ferme bien ma gueule là-dessus, quoi. Oui, mais moi, je vais te caresser dans le sens du poil, Ralph, et ça va me faire rebondir sur ce que je vais dire. T'as encore ton âme, t'inquiète. Je suis pas un salarié tout à fait comme les autres, c'est vrai. Voilà, t'as encore gardé ton âme. Mais par contre, tu vois, c'est ça. Juste ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue métaphysique, pour rebondir sur ce que disait Max, c'est que l'enfer ou le paradis, c'est ici et maintenant. Hic et nunc. Donc on peut être encore vivant et être déjà en enfer ou être au paradis, même des fois peut-être même dans une même journée on peut être en enfer ou au paradis en fait. C'est pas spécialement des mondes post-prénatal ou post-mortem en fait. C'est en ce moment, c'est en nous-mêmes que ça se passe le paradis et l'enfer et comme vous l'avez très bien dit, on peut perdre son âme de son vivant. Et là, on vit une pseudo-vie, en fait. Je vais citer un hadith absolument magnifique qui dit « Quand tu vois quelque chose de répréhensible, tu dois t'y opposer par les actes. Si tu ne peux pas t'y opposer par les actes, tu dois t'y opposer par la parole. Et si tu ne peux pas t'y opposer par la parole, tu dois t'y opposer par la pensée.
et c'est le degré le plus faible de la foi. À partir du moment où vous ne vous opposez plus à ce qui ne va pas, au moins par la pensée, vous êtes perdu, vous êtes mort. C'est fini. Voilà. Ça rejoint ce que disait Martial, c'est que même moi, mais même vous, je sais, c'est pareil. Puis peut-être c'est ce qui va nous attendre dans pas très longtemps. Moi, je préfère le goulag, le camp de concentration, je vais esclavagiser en pensant l'inverse de ce que je pense réellement, mais pour continuer de vivre dans le cloaque. C'est ça d'ailleurs. Ce que je dis, c'est la différence d'ailleurs entre... Enfin, non, même pas, parce que je crois qu'il faudrait que je le relise. Je l'ai lu qu'une fois, 1984 d'Orwell, mais il y a le système qui te dit 1 plus 1 égale 3. Et en fait, c'est ça que tu dis, Ralph. C'est-à-dire que moi, au bout du bout, par contre, la pensée, je pourrais pas... peut-être que je mettrais le masque et tout, même si, entre guillemets, je les encule avec leur masque. Mais par contre, au bout du bout, on ne me fera jamais dire 1 plus 1 tu égale... n'y croiras jamais. Tu n'y croiras jamais. Ça, je pourrais pas. Ou il faudra me mettre une drogue spéciale, enfin, altérer ma pensée, ou je sais pas, mais mon vrai moi, il sera jamais d'accord, quoi. Et au moment où tu acceptes de dire 1 plus 1 égale 3, et que tu t'es auto-conditionné pour y croire, tu n'as plus d'âme. Tu as vendu ton âme au diable d'un point de vue symbolique. C'est la dernière émission qu'on a fait avec Némiade Perseus. Et tu es mort. Tu es en enfer. C'est exactement ça. Si extérieurement t'es vivant, t'es déjà mort. C'est exactement ça. Ouais, en fait, ceux qui sont névrosés, c'est ceux qui sont en train de perdre leurs âmes petit à petit. Je dirais pas ça. Parce que s'il y a névrose, ça veut dire qu'il y a encore une lutte intérieure. C'est ça. Au contraire, celui qui n'est pas celui qui a complètement perdu son âme, il se sent très bien en fait. Ben, c'est ça. C'est ou soit ça, ou il a fait un peu ce qu'on appelle un ascèse, puis qu'il a appris à accepter ce qui. Oui, mais là c'est l'acceptation par le haut en fait. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est très intéressant ça. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ce que Sénèque voulait dire dans son livre La vie bienheureuse. Je pense que c'est un peu ça qu'il voulait dire, parce que veut pas, lui, il était à l'apogée de l'Empire romain, lui, dans sa période où est-ce qu'il était en vie. Je pense que c'était pas mal dans la phase de déclin de l'Empire romain. Ouais. Je pense que c'est un peu ça qu'on vit présentement. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle tout ce qui est stoïcien, platonicien, ça revient à la mode un peu. C'est des penseurs qui reviennent à la mode parce que c'est des gens qui ont écrit justement dans une période de décadence de leur civilisation. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que ils sont de plus en plus populaires. Je pense que le précepteur, il a fait 4 vidéos sur le stoïcisme. Là. Tu peux en entendre parler pendant 2 heures là, sur le sujet. Mais le stoïcisme, vu que c'est un mouvement philosophique qui est né dans des circonstances qui font penser à celles qu'on peut connaître aujourd'hui, même si c'est à un degré quand même bien moindre, le stoïcisme, c'est du développement personnel. À peu près. Oui, mais moi je pense que c'est ça. Si les gens pensaient comme, si les New Age et les DevPers pensaient comme Sénèque, on aurait déjà. Oui, c'est-à-dire que c'était un développement personnel beaucoup plus qualitatif que le développement personnel qu'on connaît aujourd'hui. Et j'en profite pour passer le bonjour à Steven Cornu, qui a sorti ça dans une émission qui était avec toi sur le déclin des civilisations, et le punchline génial, quoi. Punchline génial, juste un bémol, c'est ce que je viens de dire, c'est que Sénèque, c'est quand même 10 fois mieux que Tony Robbins. Je ne sais pas les trucs de développement personnel, mais développement personnel actuel, mais de la même manière que un combat de gladiateur, c'est 10 fois mieux que n'importe quel jeu vidéo, en fait. Ah oui, c'est sûr. Mais je pense que c'était un peu une forme de développement personnel, nonobstant de l'argent. C'est un peu ça, en fait. Non, c'était beaucoup plus sain. C'était beaucoup plus sain, et c'était pour un vrai salut de l'âme dans un univers hostile. Alors que le développement personnel, au contraire, sert à vous transformer en psychopathe prosocial de synthèse. Je renvoie à ma vidéo sur les psychopathes. C'est exactement ça. C'est que effectivement, Sénèque, c'est du développement personnel, ou Marc Aurèle,
mais il ne dit pas de faire des compromissions avec la dégénérescence ou la décadence, quoi. Il dit d'y résister de toute ton âme, alors que ce qu'on appelle le dev perse dégueulasse de notre époque, c'est pour faire de toi un bon petit soldat du capitalisme et du post-modernisme, quoi. Une merde, c'est pour faire de toi une grosse merde. De la viande pour rentrer dans la machine à saucisses. Ouais, la viande, tu sais, le poulet sous hormones, là, dégueulasse. Dégueulasse, qu'on presse et qu'on fait des saucisses hot dog à rabais dégueulasses. Les knackis, voilà. C'est de la chair à knackis, tu vois. Ah, exactement, c'est faire de la chair à knackis ou de la McNuggets, peu importe. Vous avez ça au Canada, les knackis? Non. Ah putain, c'est en fait, les knackis, ça c'est un truc qui peut naître que dans un cloaque comportemental, parce que justement, ça touche aussi l'industrie agroalimentaire, le cloaque comportemental. On fait des trucs qu'on n'aurait jamais eu l'idée de faire. Donc en fait, on prend toutes les carcasses de porc qui ont déjà été grattées 50 fois pour faire toutes les préparations à base de porc qu'on connaît. Et en fait, c'est avec un karcher, on va karchériser les os pour récupérer, je sais pas, toute la gélatine, toute la merde. Et après, on filtre ça, je sais pas trop comment on fait, et ça donne des knackis, quoi. Des sortes de saucisses à hot dog, dégueulasses, vendues à prix d'or. Hein. Ça coûte super cher, les knackis, vendus à prix d'or au supermarché, quoi. Et les gens aiment ça, ils achètent ça et tous sont contents, tu vois. Oh, ouais. Écoute, tout ce qui est pas cher ou de grande production, c'est le règne de la quantité qu'on disait. T'en veux plus, veux pas, t'es obligé de diluer la qualité des ingrédients que tu mets dedans, puis c'est vers ça qu'on s'en va, veux pas. Puis justement, pour revenir un peu là-dessus, je pense que on voit ça dans tout. On voit ça, le règne de la quantité, on le voit dans tout ce qu'on peut voir. Genre, il est partout. Il est partout. C'est comme quand on avait fait l'émission sur le New Age et le Dev Perse, on avait commencé à expliquer dans l'émission que oui, on pouvait déterminer des moments historiques où cette idéologie est née, s'est développée, s'est affinée, mais en réalité, aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt d'étudier ça, puisque le New Age et le Dev Perse sont partout. Voilà, c'est comme du beurre, que tu mets ton beurre dans la pâte, puis tu tournes la pâte 4-5 fois, et le beurre, il est partout. Ça sert à rien de savoir à quel endroit le beurre il a été mis, il est partout. Ouais, c'est un espèce d'amalgame d'indifférenciation, d'uniformité. On va vers une espèce de purée fade, alors que normalement, chaque chose est à sa place et à sa qualité propre dans son ordre, quoi. Exactement. Là, j'aimerais, parce que je me dis, c'est bien, l'émission, là, c'est bien, donc je voulais faire une petite conclusion. Et on s'est téléphoné il n'y a pas longtemps, Pierre-Yves, et pour faire une conclusion, genre pour donner de l'espoir, quoi, tu vois. Et non, en fait, on va pas faire une conclusion pour donner de l'espoir aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une phrase qui me revient tout le temps. C'est les gens, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'étais complètement dans les lectures métaphysiques, je passais ma vie là-dedans. Et donc fatalement, j'étais très critique sur tout ce qui m'entourait. Et les gens me disaient « Ah, mais c'est vrai ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu proposes, toi, comme solution ?» tu vois. Et ben, je ne propose aucune solution, et parce que je n'en ai pas les moyens, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir cette emprise sur le réel, et que savoir, comprendre à quelle sauce on est mangé, c'est déjà bien, en fait. Ouais, voilà, c'est comme, je sais pas, ta voiture, un matin, tu mets la clé de contact, elle marche plus. Et il y a un gars, il sait pas réparer les voitures, mais il sait diagnostiquer les pannes, et il dit exactement le problème qui est là. Déjà, il t'a enlevé une putain d'épine dans le pied, en fait, ce gars-là. Même s'il sait pas réparer la panne, mais au moins il t'a dit la panne, quoi. Et c'est comme la... D'accord, moi, cette phrase de « Ah ouais, mais pour mettre une note d'optimiste, tu vois, d'optimisme. Mais pourquoi mettre une note d'optimisme ? Moi, j'en ai pas à proposer. S'il y a des gens qui ont des vraies notes d'optimisme, je les attends, qui me donnent des liens de livres, de vidéos, qui me proposent eux-mêmes leurs solutions. Moi, j'avoue, j'ai fait le tour de la question et je suis 100% pessimiste. Moi, j'en ai. Je l'assume, tu vois, c'est terrible, hein, je dis pas. Mais tu sais, c'est comme on met des mots sur ce qui ne va pas, donc c'est peut-être mettre un mot sur ce qui va pas,
c'est déjà énorme. Et c'est comme, tu sais, les anciens psychiatres, les anciens aliénistes, eux, leur métier, c'était de mettre un mot sur ta psychose, ta névrose, et c'était déjà énorme. C'est-à-dire que tu savais que ce que tu avais était répertorié, on sait que ça existe, on sait que c'est comme ci, on sait que c'est comme ça, et ils n'avaient aucune pharmacopée à leur disposition. Rien. Les Ils mots, ne c'est soignaient fort. pas. Ils catégorisaient les choses. Maintenant, ils ont accès à un peu de pharmacopée pour réduire certains symptômes. Et c'est la même chose avec la red pill, puisque tous les trois, on s'est connus au tout début là-dedans. La red pill, tu comprends les dynamiques profondes des relations hommes-femmes, mais c'est pas pour ça que tu as une solution pour que ça se passe bien. Hein. Ah Tu ouais, vas te faire niquer comme les autres. Il va t'arriver les exactement. mêmes merdes. Exactement pareil. Tu pourras pas t'y soustraire. Par contre, tu Tu sauras comprends pourquoi. pourquoi. Voilà. Ouais, Et c'est c'est déjà énorme. exactement ça. Déjà là, avoir la raison du pourquoi, du comment, mais c'est exactement pour ça, je pense que la solution à ce qui se passe, c'est de recommander aux gens de faire ce qu'on appelle un ascèse. Ça, c'est l'expérience d'une vie, là. C'est un voyage immobile. C'est incroyable comme ce que ça peut être salvateur pour beaucoup de choses. Honnêtement, moi, je pense que j'ai eu à peu près une expérience similaire à ce que peut-être les moines faisaient dans le temps ou quoi que ce soit, parce que j'ai eu la chance d'être seul dans une chambre des mois et des mois de temps, pas être dérangé avec rien, puis juste avoir des livres, puis penser, puis prendre le temps de penser la vie, puis de comprendre un peu les règles du jeu. Puis déjà là, juste ça, je pense que c'est énorme. Mais aujourd'hui, le système ne voudra pas que tu fasses ça. Et Ils vont tout faire pour te voler ton temps. le système ne veut pas que tu fasses ça. C'est-à-dire que oui, Exactement. ton temps, tu n'auras jamais de temps pour toi. Et moi, aujourd'hui, j'en ai plus, mais j'ai eu de la chance d'en avoir beaucoup à une certaine époque. Et pareil, j'ai passé des mois tout seul. J'étais dans la pauvreté la plus extrême, mais je lisais des livres, je faisais des jeûnes, ça m'arrivait de passer des jours entiers sans parler. Et rétrospectivement, c'est vraiment les plus beaux moments de ma vie, quoi. C'est Ouais, vrai. mais je vais encore te rassurer et te caresser dans le sens du poil, Ralph. C'est que moi, une des phrases qui m'a fait le plus de bien, c'est une phrase de Julius Evola qui dit qu'il faut être la même personne. Tu vois, il parle de l'alpinisme et que tu montes une montagne tout seul et que tu es fier de toi au sommet et que tu contemples la beauté en haut du sommet. Et il dit, il faut être la même personne au milieu, au-dessus du sommet de la montagne tout seul, que dans une boîte de nuit à Rome entourée de pétasses et de connards, en Tout fait. à fait. Tout C'est à vrai. fait. Comme Il faut disait, Très c'est un voyage immobile, et je sais que toi, tu as gardé ça, Ralph, que tu sois dans le tertiaire ou ce que tu veux, tu es toujours au-dessus de ta montagne, en fait. Oui, mais c'est. C'est dur. Oui, ben, je pense qu'on est. Nous trois, on est pareils et que beaucoup de gens qui nous écoutent sont pareils, mais on sait à quel point c'est difficile à vivre, quoi. C'est C'est terrible, vrai. quoi. C'est On serait mieux au sommet de la montagne, quoi. Ah ben, t'es plus seul En boîte de nuit qu'au au sommet de la milieu montagne. d'une boîte de nuit avec entouré de connards et de pétasses que tout seul au milieu de la nature à contempler et à être fier de toi après l'ascension. Ça, je suis d'accord. Hein. Quand j'étais super jeune, je voulais écrire un roman. Et j'ai bien fait de pas le faire, en fait, parce que si c'est bien les romans de jeunesse, mais en fait, je suis content de pas en avoir fait un. Moi, ça fait ça de moi à regretter. Et je voulais que la première phrase, je voulais que le roman commence avec moi dans un bar à la con. Ça m'est venu quand j'étais tout bourré dans un bar en sortant de la fac. Et la première phrase du livre, c'était je suis assis au bar, je suis bourré, il y a que des putes et que des PD. Tu vois? Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, tu sais, ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'être dans une espèce de soirée, tu sais, des pendaisons de crémaillère étudiantes complètement décadentes pour le coup, avec des gens qui sont pas spécialement tes vrais potes ou quoi, et d'être incroyablement seul, quoi. Ah, Incroyablement seul. ça m'est arrivé 1000 fois. Et d'être ça, là. tous devant mon ordi, par exemple, quand j'écris ou quand je fais mes recherches et tout, et à être tranquille, à pas me plaindre, à être dans ce que je fais, tu vois, dans l'instant présent, et je suis pas malheureux du tout, tu vois. Ça, et ça, en fait, si on a un conseil aux gens, c'est entourez-vous de gars sûrs, de femmes sûres, et bah, là, c'est l'inverse du cloaque comportemental, on n'en a pas 36 dans la vie, quoi. C'est Et vrai. surtout, essayez de prendre toujours un peu de temps
Mais ce temps-là, attention, hein, il va vous coûter cher parce que vous allez l'arracher à votre famille, vous allez l'arracher à votre sommeil, mais essayez de trouver un peu de temps euh, pour faire quelque chose que vous aimez, quoi, dans la vie, quoi. Je sais pas ce que vous aimez dans la vie, mais essayez de le faire, quoi. Même si c'est rester seul et rien faire, essayez de garder du temps pour être. Moi, ma passion dans la vie, c'est d'être seul et de rien faire, et j'essaye toujours de me garder un peu de temps pour ça, quoi. C'est mon Voilà. soupape de décompression. Et ça, c'est notre chance, c'est que contrairement aux rats, les rats, ils ne peuvent pas s'extraire du cloaque comportemental. Ils sont dans une cage, et l'être humain, on est dans le cloaque comportemental, mais par notre intellect, qui est au-dessus du règne animal, on peut sortir de la cage, quoi. Le chemin vertical. Ouais, voilà. Exactement ça. C'est la fameuse phrase de, je crois, je crois que c'est de Solzhenitsyn, qui dit qu'il a trouvé la liberté dans le goulag. Ben oui, ça c'est un très bon livre. C'est pour ça que j'ai de la compassion pour le rat, qui est un animal que j'aime beaucoup. C'est que lui, il peut pas la trouver, la liberté, parce qu'il n'a pas ce surmoi, le rat. Et c'est terrible de faire ça à des rats et à des souris, parce que moi, c'est un animal pour lequel j'ai énormément de tendresse. Je sais pas pourquoi. Tout ce qui est fouine, rongeur et tout ça, mais je les aime beaucoup, en fait. Il y a quelque chose en eux. Des souris ou des rats, tu sais, les femmes qui montent sur la table. Moi, franchement, une souris, c'est mignon, tu vois. Mickey, c'est une souris. Non, mais même, je pense que, tu vois, c'est si je devais me la faire à la Gabriel Isis, je dirais que c'est peut-être un peu mon animal totem. C'est peut-être un de mes animaux totems, quoi, tu vois. Et l'animal, la souris, le rat, il est toujours en train de fouiner et de chercher pour sortir de la merde, pour s'enfuir, pour dégager d'un endroit où ça va pas, pour trouver ce qu'il faut. Et mettre un rat là-dedans, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment horrible. Non, au début de la vidéo, où je disais que de toute façon, l'expérience de Kaloun, c'est de la merde. C'est dégueulasse ce qu'il a fait aux souris. C'est ignoble. Il suffit juste de regarder un peu les animaux de bovins, comment ils sont traités, ou les animaux à l'abattoir, puis c'est exactement ça, man. Indirectement, je sais pas, à un moment donné, j'écoutais certaines vidéos de Bernard Bordas, je sais pas si vous savez c'est qui, c'était un papy qui fait des arts martiaux sur Internet en France. Ah ouais, avec sa petite moustache. Ouais, c'est ça, il est drôle, le bonhomme. Bien, lui, je l'aime bien. Il est drôle, mais il disait que, bon, lui, il est pro-vegan, on s'entend que moi, je trouve que c'est un autre extrême, là. Mais il disait que, réalisez-vous, toutes les souffrances qu'on donne, qu'on inflige aux animaux d'abattage, ces souffrances-là, on finit par les incorporer en nous-mêmes parce qu'on les mange, ces animaux-là. Ah, mais ça, ça, c'est pareil. C'est dans le monde de la quantité, on pense aux calories d'un aliment, à sa valeur nutritionnelle, à je sais pas quoi. Ouais. Mais moi, on pourra m'expliquer 1000 fois qu'un animal en batterie, c'est de la protéine et c'est bon. Moi, je sais qu'on bouffe un truc dégueulasse. Et j'avais vu une image qui m'avait bouleversé. C'était des gens, je crois, qui avaient libéré des vaches, qui avaient vécu toute leur vie en batterie, des vaches laitières, pour des raisons de rentabilité. Elles bougeaient jamais. En fait, on faisait que tirer leur lait, quoi. Et ils ont ouvert la porte de la batterie, quoi, du hangar, quoi, je sais pas ce que c'était, quoi. Et il y avait de la pelouse, et les vaches, elles sont sorties et elles sautaient, dansaient et tout, tu vois. C'était trop beau, quoi. Et c'était trop triste. Hein. Trop triste. Et un truc, parce que ce qu'on pourrait dire, ça pourrait peut-être faire plaisir aux véganes, mais moi je leur dirais que c'est des gros cons et des grosses merdes, les véganes, parce que moi j'adore le règne végétal, et peut-être que vous bouffez pas de viande, mais votre quinoa ou vos salades élevées en batterie, elles souffrent autant que les animaux. Donc c'est complètement débile. Vu qu'en plus vous vous dites antispéciste, donc il n'y a pas de séparation entre les espèces, bah en fait dites-vous que votre salade et votre quinoa de merde que vous bouffez, ils souffrent autant qu'une vache ou qu'un cochon, quoi. La manière dont on fait souffrir la terre, et la terre symboliquement, c'est la mer, c'est délirant, quoi. Autant délirant que les souffrances qu'on inflige au monde animal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, c'est-à-dire que dans une vision hiérarchique, chaque chose est à sa place. Effectivement, un végétal, il a moins de qualité qu'un animal, et un animal en a moins qu'un être humain. Mais
c'est le principe un peu de la permaculture, où justement, moi, de ce que j'appelle un monde organique, eh ben, chaque chose est à sa place et chaque chose est respectée parce que on prend en compte l'inégalité qui est inhérente à la vie sur Terre et que l'égalitarisme, de croire que tout est égaux, ben, ça rend tout le monde malheureux. De l'être humain aux végétaux, voire même aux minéraux, quoi. Ouais. Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Voilà. La nature a ses règles, puis si on les transgresse, ben, il y a une dette karmique qui s'en vient après. Messieurs, ça m'a fait très 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 plaisir cette discussion avec vous. Le cloaque comportemental, on pourrait en faire 10. Je pense pas qu'on reviendra dessus, mais je crois que c'était bien de revenir dessus parce qu'en fait, c'est un sujet auquel on ne cesse jamais de réfléchir. Une fois qu'on vous l'a mis dans la tête, c'est comme un poison, ça va vous accompagner toute votre vie et vous aussi, ça va vous susciter des réflexions inédites parce que on n'a pas la prétention de faire le tour du sujet, mais juste d'avoir une discussion autour de ce sujet parce que c'est à la fois tellement simple et à la fois c'est tellement simple d'un point de vue synthétique et tellement vaste d'un point de vue analytique si on doit en tirer toutes les conclusions qu'on doit en tirer. Donc c'est un sujet passionnant. Pierre-Yves, on te retrouve sur ta chaîne, sur ton blog. Tes livres sont à vendre. Fiat Lux, Amazon. Rappelle-moi tes autres éditeurs. Sur Archer Milano, les éditeurs italiens, sur The Book Edition, mon dernier livre, et Le Symbole, un petit bouquin aux éditions Raphaël de Surtis. Ouais, et Le Symbole, c'est la langue des oiseaux aussi, donc c'est le symbole qu'on connaît, et le saint, S-A-I-N-T-bol, et le Graal, quoi. Voilà. Et Max, toi, je crois que t'es chez toi, t'es tranquille, tu produis rien de particulier, pas à ma connaissance, j'en sais rien. Non, j'avais pensé faire une chaîne YouTube, mais bon, peut-être. Toi, t'es dans la nature, tu coupes du bois, tu nettoies tes fusils et t'es bien. Ouais, quasiment. On peut dire ça comme ça. C'est l'anti-cloaque. Ouais, et c'est vrai qu'au Canada, il y a de l'espace quand même. Il y a quand même un corps de l'espace. Il y a encore de la nature, puis il faut en profiter parce que je pense pas que ça va être tout le temps comme ça. Ouais, et puis moi, normalement, l'émission, je crois qu'elle sera sur ma chaîne, ou elle sera peut-être sur celle de Pierre-Yves. Mais les émissions, les abonnements, les pouces bleus, ça coûte rien. Pareil pour Pierre-Yves. Si vous voulez nous donner une obole, que ce soit à Pierre-Yves ou à moi, vous aurez des émissions, vous aurez accès à des émissions inédites. Ça se passe via Tipeee et Patreon. Vous aurez les liens en descriptif de la vidéo. Et je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt. Ciao.